Bonjour. Première partie. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, tome 1, sur l'antisémitisme. Ce livre constitue une tentative de compréhension de faits. Comprendre, ou plutôt examiner en toute conscience, comme si tout ce qui est arrivé devait fatalement arriver. Comprendre consiste à regarder la réalité en face. L'antisémitisme, idéologie laïque, apparaissant après 1870, différente de la haine des juifs d'origine religieuse. Succession ininterrompue de persécutions depuis l'Empire romain. Idée antisémite d'une société secrète juive qui aspire à gouverner le monde. Longue et complexe histoire des relations entre juifs et non-juifs. Réaction de rejet violente à l'égard des juifs émancipés et assimilés. Dans l'histoire chrétienne, tradition de haine à l'égard des juifs, étonnement de la mise en évidence d'une tradition juive d'hostilité à l'égard des chrétiens et des non-juifs. Les porte-paroles à tort persuadés que s'ils étaient séparés des autres nations, la faute en revenait à l'obscurantisme des non-juifs. Les historiens juifs assuraient que le judaïsme avait toujours été supérieur aux autres religions par la croyance en l'égalité et la tolérance, conviction d'avoir été l'objet passif souffrant des persécutions chrétiennes, modernisant l'ancien mythe du peuple élu. Leur passé d'hostilité commune, base de l'égalité entre les juifs et les non-juifs, à aucun moment et nulle part après la destruction du temple, les juifs n'ont possédé leur propre territoire et leur propre État. Leur existence physique a toujours dépendu de la protection d'autorités non-juives. Ils détenaient du pouvoir, mais étaient vulnérables et sans défense. La tradition juive aussi interprétait toutes les catastrophes comme des martyrs. Durant l'Empire romain, les Juifs échappaient aux persécutions en acceptant le baptême. La dissociation des Juifs avec les non-Juifs a pesé lourd dans l'histoire juive, et la préservation même du peuple juif en tant qu'entité identifiable dépendait de cette séparation voulue. Avec l'assimilation, l'antisémitisme joua un rôle dans la conservation de ce peuple lorsque les Juifs aspirèrent à être admis dans la société non-juive. Les événements politiques du XXe siècle ont placé les Juifs au centre de la tourmente. La question juive, agent catalyseur de la montée du mouvement nazi et de l'organisation du Troisième Reich. Chaque citoyen prouvant qu'il n'était pas juif. L'histoire complète de l'antisémitisme reste encore à écrire, les historiens respectables l'ayant soigneusement évité. Le phénomène totalitaire étant lui-même tout à fait nouveau, courant souterrain de l'histoire européenne jusqu'à la catastrophe finale qui cristallisera les manifestations du totalitarisme. La politique totalitaire, loin d'être simplement antisémite, ou raciste, ou impérialiste, ou communiste, use et abuse de ses propres éléments idéologiques et politiques. La conséquence n'est pas le nazisme, mais le sionisme, contre-idéologie, réponse à l'antisémitisme. L'histoire juive depuis l'exil babylonien a toujours été la survie du peuple juif. Existentialisme sartrien qui définit le juif comme celui qui est considéré et défini comme juif par les autres. L'histoire grotesque des protocoles des sages de Sion, faux documents, base pour une conquête totale qui servira de propagande anti-juive. Impérialisme d'un objectif politique séduisant qu'on appelle annexionnisme. Ce livre traite des mouvements antisémites et du rôle joué par les Juifs dans le développement de l'État-nation et dans la société non-juive. Apparition des premiers partis antisémites
vers 1870 qui ouvriront la route à la solution finale et désignant les Juifs comme victimes principales. L'idéologie nazie s'est cristallisée autour de l'antisémitisme et la politique nazie s'est fixée pour but la persécution puis l'extermination des Juifs. Seule l'horreur de la catastrophe finale, le sort des survivants sans patrie ont donné la question juive. Les nazis revendiquaient la découverte du rôle du peuple juif dans la politique mondiale. Disproportion entre la cause et l'effet que le problème juif déclenche la machine infernale. Interprétation hâtive d'identifier l'antisémitisme avec un nationalisme latent qui leur fera exploser la xénophobie. En fait, l'antisémitisme prit de l'ampleur à mesure que le nationalisme déclinait. Apogée avec l'effondrement du système européen des États-nations et la rupture de l'équilibre des puissances. La propagande nazie était destinée à leurs compagnons de route, nourrissant les préjugés des masses, mépris authentique de l'État-nation. Ils répétèrent sans cesse que leur mouvement de dimension internationale était plus important qu'un État lié à un territoire donné. Les premiers pays antisémites étaient aussi les premiers à nourrir entre eux des relations internationales, congrès internationaux. L'historien peut être désorienté et en faire l'esprit du temps. Découverte de Tocqueville étudiant les causes de la haine violente des masses françaises pour l'aristocratie, dont Burke dira que la Révolution était davantage dirigée contre la condition du gentilhomme que contre l'institution monarchique. Tocqueville montre que la haine provient que la perte rapide du pouvoir des aristocrates ne s'accompagnait pas d'un déclin équivalent de leur fortune. Quand les nobles perdirent leurs privilèges, le peuple vit en eux des parasites. La richesse sans fonction est intolérable, personne ne comprenant pourquoi on devrait la tolérer. Pareil, les Juifs, perdant leur fonction publique et leur influence et conservant leur richesse. Lorsqu'Hitler accéda au pouvoir, les Juifs avaient perdu tous les postes clés qu'ils avaient détenus. Judenrein, nettoyer les Juifs. Pour le statisticien, accélération absurde d'un processus accompli. L'affaire Dreyfus aussi explosa sous la Troisième République, alors que les Juifs avaient presque disparu des postes importants. Si les hommes obéissent au pouvoir réel, ils haïssent les personnes qui possèdent la richesse sans le pouvoir. Instinct rationnel, privilège de parasites inutiles et intolérables, les liens n'existant plus. Lien unissant l'exploiteur et l'exploité. La réserve hautaine suppose que l'oppresseur n'éprouve même pas un minimum d'intérêt pour ceux qui l'oppriment. Les Juifs, groupe dépourvu de pouvoir, responsable occulte de tous les maux, éternel bouc émissaire de l'innocente victime que le monde charge de tous ses péchés afin d'échapper au châtiment. Ce groupe-là devient victime de l'injustice et de la cruauté du monde. Les dictatures modernes, à la différence des tyrannies d'autrefois, la terreur ne sert plus à exterminer l'adversaire, mais à gouverner des masses dociles. En Russie soviétique, l'arbitraire de la terreur ne tient même pas compte de différenciation raciale et n'importe qui peut devenir la victime de la terreur policière. Ce qui frappe est la plus totale innocence de l'individu pris dans l'engrenage de l'horreur et sa totale impuissance à modifier son sort. Le peuple juif a une histoire mal préparée au discernement politique, peuple sans gouvernement, sans pays. Son histoire commence par une résolution consciente de réaliser un projet bien défini sur cette terre et évitant toute action politique durant 2000 ans, éternelle hostilité. Le massacre n'a rien à voir avec ce que les victimes ont fait. Platon
luttant contre les sophistes avec l'art d'enchanter l'esprit par des arguments dans le Phèdre de 161, n'ayant rien à voir avec la vérité. Les sophistes modernes veulent une victoire durable aux dépens de la vérité en détruisant l'action humaine. Avec la chute de la féodalité est né le concept d'égalité et l'appareil d'État indépendant. L'égalité des conditions au sens où les Jacobins l'avaient entendu durant la Révolution française ne devint une réalité qu'en Amérique, tandis qu'en Europe on lui substitua l'égalité devant la loi. L'État-nation avait besoin que les Juifs restent un groupe distinct et n'intègrent pas la société de classe, et les Juifs avaient besoin de préserver leur identité. Les Juifs se trouvaient socialement parlant situés dans le vide. L'impérialisme sape les fondements même de l'État-nation. Le volume de capitaux et de crédits sont supérieurs à ceux demandés aux Juifs de cour. Pour ces nouveaux besoins, il fallut faire appel à des grands banquiers juifs, des hommes d'affaires tournés vers l'expansion impérialiste. En tant que groupe, la communauté juive occidentale se désintègre en même temps que l'État-nation. Avant les décrets d'émancipation, chaque monarque possédait en Europe leurs juifs de cour qui traitaient les transactions financières. La bourgeoisie choisit l'investissement privé. À la fin du XIXe siècle, avec la montée de l'impérialisme, les classes possédantes révisèrent leur jugement initial sur l'improductivité des entreprises d'État. Déclin inexorable pour les Juifs. Le prêteur juif avait perdu toute l'importance qu'il détenait. Fournisseur en temps de guerre, mais jamais engagé dans les conflits. Les Juifs prirent une part active à l'histoire européenne car ils étaient un élément inter-européen et non national. Raison de la productivité dans le domaine des arts et des sciences, les Juifs étaient les seuls à ne pas constituer un État. Disponibles pour des alliances avec des gouvernements, les Juifs n'avaient pas d'expérience du pouvoir et ne s'y intéressaient pas. Les historiens non-juifs n'ont jamais bien compris cette innocence. La famille Rothschild avait peu de projets politiques. Ils ne s'allièrent jamais avec un gouvernement déterminé, mais avec les gouvernements en place, avec l'autorité en tant que telle. Ils montrèrent une préférence pour les gouvernements monarchiques que les républiques fondées sur la volonté populaire envers laquelle ils avaient une méfiance instinctive. Les Juifs avaient confiance en l'État et n'avaient nullement conscience de la tension croissante entre l'État et la société. L'émancipation politique des Juifs a eu pour conséquence une transformation radicale de l'attitude. Les Juifs de cour furent les premiers à devenir de véritables banquiers d'État. Ils décidèrent de s'établir sur un pied international, de manière à servir simultanément les gouvernements. Meyer Amschel Rothschild, fondateur de la maison, décida qu'il valait mieux établir sa propre famille sur cette base internationale, en plaçant ses 5 fils dans les 5 capitales financières européennes, Francfort, Paris, Londres, Naples et Vienne. Les Rothschild jouirent d'un quasi-monopole dans la gestion des emprunts d'État. Le temps n'était plus où les Juifs travaillaient individuellement, sans plan d'ensemble et sans organisation. Fin de la première partie.